Monsieur Wells. Je redis le numéro de paragraphe. 321. Vous avez indiqué, je vous cite deux points, le 28 juin 2011, j'ai, en qualité de représentant de Human Rights Watch, été contacté par Jennifer Naouri, du cabinet d'avocats de Maître Altit, qui a demandé à me rencontrer et a fait part de son intérêt pour les activités et les enquêtes de Human Rights Watch en ce qui concerne la crise post-électorale. Fin de citation. Ma question, pourquoi ne pas avoir répondu à l'email de Jennifer Naouri? On m'avait donné des consignes à ce moment-là de transmettre toutes les communications venant d'avocats, quel que soit le camp qu'ils représentaient, à notre conseil général et à directeur de notre bureau France. Et il me semble que c'est l'une de ces personnes qui a envoyé tous les documents disponibles dont nous disposions à Madame Naouri, Maître Naouri. Vous indiquez pendant une seconde. Alors, dans cet email qui vous avait été envoyé par mon cabinet, signé par Madame Naouri, il était dit, et c'est le document CIV-D15-0001-5612, il était dit, je cite, « Nous avons reçu un certain nombre de témoignages, nous les avocats, reçu un certain nombre de témoignages concernant des exactions ou des crimes commis jusqu'à aujourd'hui par les forces du Nord. » Fin de citation. N'était-il pas de votre devoir, si vous souhaitiez rendre un rapport neutre, de rencontrer ceux qui étaient prêts à vous donner des éléments détaillés et circonstanciés, des attestations, des éléments documentaires? Again, Là encore, les consignes qui m'ont été données de notre conseiller juridique étaient de relayer et de transmettre toutes les correspondances, toutes courriels de quelque avocat que ce soit qui représentait quelque camp, à transmettre à elle, et que ce serait à elle de répondre en envoyant les documents disponibles, mais que ce n'est pas à nous de le faire. Au même moment, n'avez-vous pas rencontré les avocats français d'Alassane Ouattara? Nous les avons contactés de la même façon. Enfin, ils m'ont contacté. J'ai transmis tout cela à notre conseiller juridique et au directeur du bureau France, qui ont répondu en envoyant tout ce qui était disponible et public.
Ces avocats ont ensuite suivi l'affaire et ont demandé à parler à notre conseiller juridique et à notre directeur France, ce qui a été fait. Mais vous les avez rencontrés ou pas? I was not physically present. Non, pas physiquement. On m'a appelé. Alors, je vais vous lire votre déclaration. Page 28-47, paragraphe 322. Je vous cite. Je vous cite. Le 14 avril 2011, Jean-Pierre Mignard et Jean-Paul Benoît, conseil juridique travaillant pour le gouvernement Ouattara, ont envoyé une lettre à Human Rights Watch dans laquelle ils sollicitaient une réunion et demandaient à ce que les résultats exhaustifs de notre travail leur soient communiqués. Human Rights Watch a répondu le 20 avril 2011 en leur faisant parvenir l'ensemble de nos documents publics disponibles. Une réunion a été ensuite planifiée pour la fin janvier. Pardon, il y a marqué pour la fin janvier 2001, mais je pense que c'est une erreur de transcription. Je suppose que c'est pour la fin juin 2011, comme le texte nous le dira ensuite. Puis nous avons prévu une réunion avec eux le 24 juin 2011, donc c'est bien fin juin 2011. Puis nous avons prévu une réunion avec eux le 24 juin 2011 à Paris. Human Rights Watch était représenté par Jean-Marie Fardeau et au conseil juridique Dina Pokemkner. Et vous dites, j'ai participé à la réunion par téléconférence. J'ai participé à la réunion par téléconférence. Donc vous avez participé. C'est ce que j'ai dit, j'ai été appelé par téléphone. Le président, moi, c'est comme ça que j'avais compris la chose. Ne pas nous l'avoir dit avant que je vous ai posé la question tout à l'heure, que vous y aviez participé à cette conférence, à cette réunion. I said I joined. J'ai dit que j'avais été appelé, que j'avais rejoint la conversation par téléphone. Alors, je continue la citation. Hein. Les deux conseils mentionnés ci-dessus, donc il s'agit de Jean-Pierre Mignard et Jean-Paul Benoît, agissaient en qualité de conseillers pour le gouvernement ivoirien et étaient mandatés par le président Ouattara. Je vais un peu plus loin et vous dites « Cette réunion n'a pas été rendue publique par notre bureau ». Bon. Ma question, pourquoi avoir accepté de rencontrer les avocats d'Alassane Ouattara et pas les avocats de Laurent Gbagbo? Again, this was Je me répète, ce n'était pas ma décision. La première réponse à chaque camp était la même pour les avocats. Toute documentation disponible a été envoyée aux deux bureaux. Les avocats de M. Ouattara ont suivi, ont donné suite en demandant une réunion et, à ce que je sais, Maître Naouri a demandé comme suivi si on avait fourni des témoignages au bureau du procureur. Elle n'a pas demandé à s'entretenir avec nous. Si elle l'avait fait, on l'aurait fait. Mais ce sont des décisions prises par notre conseil juridique. Je tiens à le répéter.
êtes-vous ou d'autres représentants de Human Rights Watch restés en contact avec ces avocats, les deux dont nous parlions à l'instant? I have never spoken with them. Je n'aurais jamais parlé depuis. Not to my knowledge. Pas que je sache. Can you repeat the answer? Le président, pouvez-vous répéter la réponse parce que les interprètes ne l'ont pas saisi? Le témoin, pas que je sache. Je ne parle pas de traducteur, je parle d'interprète. Alors, je crois que vous avez accepté de rencontrer le procureur de la Cour pénale internationale, n'est-ce pas? Yes. Est-ce qu'il a suivi Oui. à l'instant? Did who? Sorry. De qui parlez-vous? Est-ce qu'il vous a écrit? Vous l'avez renvoyé au service juridique? Le service juridique lui a envoyé un certain nombre de documents? Il a rappelé? Est-ce qu'il a fait ça là aussi? The prosecutor's office. Généralement, le bureau du procureur, s'ils veulent entrer en contact avec des chercheurs à Human Rights Watch, passe par le programme de justice internationale, International Justice Program. Et ensuite, le suivi, ça aurait été de s'entretenir avec moi. Le programme donc de justice internationale au sein de Human Rights Watch, c'est de cela que je parle. De votre déclaration, c'est aux pages 2867 et 2868 que vous avez rencontré le procureur de la Cour pénale internationale entre le 5 août et le 5 septembre 2013 à 12 reprises. C'est bien ça? 12 reprises? That sounds correct. Sans doute, ça paraît correct. Où ont lieu ces rendez-vous? In The Hague. À La Haye, Ça vous a paru normal de rencontrer, je sais que vous avez déjà répondu sur l'aspect formel, mais maintenant ma question c'est, est-ce que ça vous paraît normal de rencontrer les avocats d'Alassane Ouattara, le bureau du procureur de la Cour pénale internationale, et de n'avoir toujours pas parlé, alors que vous rédigez des rapports, des communiqués, vous êtes un acteur en quelque sorte, de n'avoir toujours pas parlé aux avocats de Laurent Gbagbo? I have met with lawyers of j'ai rencontré les conseils de Laurent et de Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire. um, Alors que j'étais chercheur à Human Rights Watch, c'était sans doute après la violence post-électorale. No, I think there is a mistake in the. Le président, je crois qu'il y a une erreur dans le transcript. J'ai rencontré les avocats de Laurent et Simone Gbagbo. Oui, très bien. C'était mal transcrit, mais ça s'est corrigé sur le transcript anglais. Monsieur Wells, juste pour répondre à l'une de vos remarques à l'instant, je vous le dis parce que je vais vous poser une question, mais en ce qui nous concerne, nous avons été renvoyés aux représentants de Human Rights Watch en France, et dans le document CIV D15 001 56 13, page 56 14, nous lui disions, je cite, « Nous souhaiterions vous en parler. Où et quand pouvons-nous vous joindre ?» Excusez-moi une seconde, hein, Monsieur le Président.
Où et quand pouvons-nous vous joindre? Et nous n'avons pas eu de réponse, naturellement. Alors, vous ne vous êtes pas inquiété de savoir où en était notre demande de rencontrer des gens de Human Rights Watch? Ça pouvait vous être utile, non? Again, Là encore, chaque fois que j'ai été contacté par des avocats, que ce soit pour M. Gbagbo ou pour le compte de M. Ouattara, j'ai transmis ce courrier au service juridique et au directeur France, qui, eux, ont répondu à Maître Naouri. Pages 2883 et 2884. Paragraphe 72. À propos d'éléments médico-légaux. Et je vous cite. Le rapport, c'est-à-dire le rapport de Human Rights Watch, bien sûr. Le rapport indique parfois que les chercheurs de Human Rights Watch ont constaté des blessures, bien que celles-ci ne soient pas toutes mentionnées dans les témoignages qui y figurent. Lorsque les gens faisaient état de leurs blessures, c'est-à-dire vous, je leur demandais si je pouvais les voir et si elles étaient visibles. Et pardon, je leur demandais si je pouvais les voir et si elles étaient visibles, j'en faisais mention dans mes notes. Je leur demandais parfois si je pouvais photographier leurs blessures, mais pas systématiquement. Nous demandions à voir un certificat médical s'ils en avaient, mais ce n'était pas une condition à remplir pour que leur témoignage soit pris au sérieux. Beaucoup de victimes craignaient d'aller à l'hôpital à l'époque des faits et d'autres n'avaient pas apporté de certificat médical à l'entretien. J'ai interrogé des médecins et des professionnels de la santé tout au long de la crise au sujet des types de blessures qu'ils soignaient afin de corroborer les informations relatives à celles que nous signalaient les victimes ou les témoins. Ma question: sans certificat médical, comment vous pouviez savoir que la cause de blessure que vous montraient certaines personnes était due à la crise? Vous n'êtes pas médecin. Est-ce que vous êtes médecin? no, I am not a doctor. Non, je ne suis pas un médecin. Que la cause des blessures que l'on vous montrait était due à la crise post-électorale. Based on En me basant sur la méthodologie établie de Human Rights Watch pour corroborer les choses. Si on voit par exemple le même type de blessure sans cesse, et si les témoignages décrivent des événements similaires qui aboutissent à ces blessures, nous considérons qu'il y a suffisamment de corroboration pour que l'on aborde la cause même de la blessure, pour que l'on puisse en parler. De méthodologie de Human Rights Watch et de corroboration. Ma question: comment pouvez-vous corroborer l'origine d'une blessure d'une personne donnée, personne qui vient, qui dit voilà, j'ai été blessé à tel endroit, à tel moment, en parlant à un médecin et à un médecin qui ne voit pas la personne, en lui parlant de manière générale? Comment vous y parvenez? that's not what I Ce n'est pas ce que je dis lorsque je parle de corroboration. On rentrait dans les détails
lorsqu'on parlait à une personne pour vérifier la fiabilité de leur témoignage, en leur demandant ce qui s'est passé, ce qui a abouti à telle blessure. Ensuite, on a interviewé un grand nombre de personnes ayant participé au même incident, certains ayant des blessures identiques ou similaires, et on rassemble ensuite tous ces témoignages qui se corroborent les uns les autres pour expliquer ce qui s'est passé et le type de blessure provoquée. Et de plus, on s'entretient aussi avec les médecins qui avaient soigné les personnes pendant le conflit et qui pouvaient donc décrire le type de blessure dont ils s'étaient occupés, à quoi ressemblaient ces blessures. Et là, on faisait correspondre ce que l'on avait vu avec ce que les médecins, donc les professionnels de la santé, avaient vu eux. Micro, s'il vous plaît. C'est ce que tu viens de dire, donc tu dis, mais pourtant, tu as bien écrit ça. Alors, je vous ai cité, et vous disiez, je répète, j'ai interrogé des médecins et des professionnels de la santé tout au long de la crise au sujet des types de blessures qu'ils soignaient, afin de corroborer les informations relatives à celles que nous signalaient les victimes ou les témoins. Donc, si je comprends cette phrase, il s'agit de corroboration générale. Et ce dont nous parlions là, c'est une corroboration particulière. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais mon point est différent. Même lorsque vous identifiez la cause d'une blessure, n'est-ce pas? Ce qui a pu être à l'origine d'une blessure qu'on vous montre. Vous n'êtes en aucune manière en position de savoir ce qui a causé cette blessure. Vous comprenez ma question? Yes, I understand your question. Oui, je comprends votre question. Est-ce que c'est juste de dire que même en identifiant la cause d'une blessure, vous ne pouvez pas savoir ce qui a causé la blessure, l'origine et le déroulé des faits? No, that's not correct. Non, ce n'est pas exact. Nous pouvions déterminer ce qui s'était passé après avoir entendu des témoignages extrêmement détaillés de la part de ces témoins et victimes qui nous ont relaté ce qu'ils avaient vécu, nous ont dit où cela s'était passé, quand est-ce que cela s'était passé, qui était l'auteur de ces actes et comment est-ce que cela s'était soldé par des blessures. Déclaration au procureur, page 28-77, paragraphe 43. À propos de l'identité de vos témoins, vous dites, et je vous cite, que l'identité de la source soit communiquée ou non dans le rapport, nous recueillons l'identité et l'âge de la victime ou du témoin, ainsi que d'autres éléments d'identification dont, en règle générale, le numéro de téléphone pour nos archives et pour pouvoir recontacter l'intéressé si nécessaire. Nous ne demandons pas systématiquement à voir les documents d'identité, mais les victimes ou les témoins nous les montraient souvent de leur propre initiative. Nous ne cherchons pas à vérifier à tout prix l'identité des victimes ou des témoins que nous rencontrons, mais nous vérifions que celle-ci correspond à celle que nous communiquent les interlocuteurs auxquels nous faisons confiance, qui la connaissent souvent et qui nous aident à entrer en contact avec les intéressés. Fin de citation. Donc, si je comprends bien, vous ne vérifiez pas systématiquement l'identité des personnes que vous entendez, correct? It was often not possible.
souvent, ce n'était pas possible pendant le conflit en Côte d'Ivoire. Il y avait des gens d'un groupe ethnique précis ou d'un groupe d'immigrants précis. S'ils passaient par un poste de contrôle des jeunes patriotes, s'ils voyaient sur leur carte d'identité à quel groupe ils appartenaient, ils auraient pu être tués. Donc très souvent, les gens ne se déplaçaient pas en Côte d'Ivoire avec leur carte d'identité parce que cela aurait pu leur faire courir des risques. Lorsqu'ils avaient leur carte d'identité, en revanche, bien sûr que nous la vérifions. Mais c'était un risque pour les gens d'avoir leur carte d'identité pendant cette crise. Donc nous n'avons pas pu vérifier la carte d'identité pour tout le monde. Je ne sais pas exactement ce que vous avez dit au bureau du procureur, hein, vous en êtes bien conscient. Vous nous parlez maintenant de sécurité, ce n'était pas le cas à l'époque. Mais je vais essayer de mieux comprendre. De votre déclaration, je comprends que non seulement vous ne vérifiez pas l'identité, mais qu'en plus, vous vous en remettez, pour ce qui concerne cette identité, ou l'identité de vos sources, si vous voulez, entièrement à ce que vous en disent vos intermédiaires. J'ai bien compris ? Entirely, no. Entièrement, non. Nous interrogions la victime ou le témoin qui nous donnait son identité. Ce n'est pas l'identité que l'on obtenait d'un intermédiaire. La personne avec laquelle nous parlions nous donnait son identité. Et puis parfois, il y avait d'autres personnes qui les connaissaient personnellement et qui étaient en mesure de corroborer leur identité. Et puis, en outre, certes, un intermédiaire pouvait fournir des éléments permettant d'authentifier leur identité et permettant d'authentifier pour dire qu'ils étaient bien la personne qu'ils déclaraient être. Mais c'est mon point, vous voyez, quand je vous pose la question, vous ne vérifiez pas, ou comment vérifiez-vous? Vous me répondez, non, on vérifiait en demandant aux personnes leur identité. Et puis, par d'autres moyens, vous avez dit, grâce aux intermédiaires, grâce à d'autres personnes qui pouvaient éventuellement les connaître. Mais demander à quelqu'un son identité, c'est pas ça, vérifier. C'est ça mon point. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il n'y avait pas, et je vous pose la question, il me semble, de ce que vous dites aujourd'hui, de ce que vous disiez dans votre déclaration, qu'il n'y avait aucune procédure de vérification d'identité. C'est ça, procédure de vérification d'identité. Vous en remettiez à ce que disaient soit les intermédiaires, soit d'autres personnes, soit la personne qui était devant vous qui pouvait vous dire tout et n'importe quoi. Est-ce que c'est bien ça? Again, we took Une fois de plus, je vous dirais que nous prenions l'identité de la personne, nous leur demandions des renseignements tels que leur numéro de téléphone pour pouvoir reprendre contact avec la dite personne, et puis cela était très souvent corroboré par un intermédiaire ou par quelqu'un qui connaissait personnellement cette personne. Et dans de nombreux cas, les gens avaient bel et bien des documents d'identité, mais à cause de la situation et du fait que des gens ont souvent été tués à cause de leur identité, on ne leur imposait pas comme condition le fait d'avoir leur document d'identité pour pouvoir nous parler. Vous parlez de sécurité, mais ce qui m'intéresse ici, c'est la méthodologie. Vous voyez ? Et dans l'extrait que je vous ai lu de vos déclarations, vous êtes clair d'ailleurs, mais vous pouvez le dire. Vous dites, nous ne cherchons pas à vérifier à tout prix l'identité. Donc, je comprends que c'est un choix méthodologique. C'est bien ça ? it was a choice in C'était un choix au vu du conflit, étant donné que des gens se faisaient tuer à cause de leur carte d'identité. Nous n'allions pas refuser de leur parler tout simplement parce qu'ils n'avaient pas leur carte d'identité sur eux. Microphone, s'il vous plaît. Concernant la méthode que vous nous dites être celle de Human Rights Watch, je relève dans votre témoignage d'hier que vous nous dites dans les transcrits français du 17 mai 2016, page 28,
ligne 27 à la page 29, ligne 10. À la question, pouvez-vous nous décrire comment vous vous y prenez pour rédiger le rapport? Vous répondez, eh bien, comme base, on utilise ces communiqués de presse volumineux ou les petits rapports qui ont été rédigés sur le d'interview, je suppose qu'il manque un mot. Donc d'un côté, les communiqués de presse qui avaient été publiés pendant la crise et tous les autres éléments qu'on avait pu recueillir auprès des témoins de première main, des victimes. Donc il faut rassembler tout cela. Et une fois tous ces éléments rassemblés, cela m'a servi en fait de base pour rédiger mon rapport. Pour trouver la bonne citation. Si vous m'accordez quelques secondes, nous cherchons un autre morceau de citation. Je vais vous lire l'autre morceau. Alors, vous m'entendez? Très bien. Et vous ajoutez, j'avais aussi accès à tous les interviews effectuées pour Human Rights Watch. Donc, tous mes collègues qui avaient interviewé des personnes à un moment ou à un autre, au moment de la crise, eh bien, j'avais leurs notes d'interview. Donc d'un côté, les communiqués de presse qui avaient été publiés pendant la crise et tous les autres éléments qu'on avait pu recueillir auprès des témoins de première main, des victimes. Donc il faut rassembler tout cela. Et une fois tous ces éléments rassemblés, cela m'a servi, en fait, de base pour rédiger mon rapport. C'est la page 29, ligne 1 à 9. Alors, mes questions portent sur la méthodologie. Première question, je crois comprendre de ce que vous dites que vous ne disposez pas d'ordinateur ou de personnes pour transcrire les entretiens. C'est bien ça? We typically did. Est-ce que vous me posez une question lorsque nous avons l'entretien sur le terrain ou est-ce que vous parlez de la phase de compilation des éléments d'information? Microphone, s'il vous plaît. Parce que là, on essaie de retrouver des éléments, comme vous pouvez l'imaginer. On va continuer le plus simplement et le plus rapidement possible. Alors, hier, vous nous avez dit, dans les transcrits français du 17 mai 2015, page 19, ligne 10 à 24,
concernant la manière de mener les entretiens. Et je cite, à la question, et lorsque vous effectuez vos auditions, est-ce que vous utilisez des questionnaires en particulier ou une façon de poser des questions en particulier? Et vous répondez, non, il n'y avait pas de questionnaire standard, en ceci que chaque personne a ses propres particularités, a son propre vécu à raconter. En général, nous commençons en leur posant des questions très ouvertes du genre « Que s'est-il passé ? Qu'avez-vous vécu ?» pour ne pas orienter leurs réponses. Nous souhaitions simplement bien comprendre ce qu'avait vécu une personne en particulier. Et une fois que la personne a commencé à nous parler, nous commencions à rentrer dans les détails en posant des questions de suivi afin de vérifier la crédibilité et la véracité des propos de la personne. Ma question, n'est-il pas vrai que dans des cas comme celui-ci, ou comme dans des cas comme ceux-ci, comme ceux que vous décrivez, il est recommandé par des professionnels de mener des entretiens semi-directifs? In our field, Dans notre domaine, je ne pense pas que cette préférence existe, non. Bon, il y avait... Alors, bien entendu, sans pour autant poser des questions semi-directrices, vous ne voulez pas avoir un questionnaire de 15 questions et vous posez les 15 questions et c'est tout. Parce que si vous agissez de la sorte, vous allez rater des éléments très importants du récit de la personne. Question. Considérez-vous cette méthode que vous nous exposez, qui consiste à suivre en quelque sorte son instinct, qui n'est pas formalisée et qui n'obéit à aucun cadre, la considérez-vous scientifique? Le juge président, là nous parlons d'instinct maintenant. Alors c'est encore l'instinct, c'est encore dans l'échelle, c'est encore inférieur à l'opinion. Donc reformulez, je vous prie. Vous avez raison, Monsieur le Président, mais c'est le sens, pas le mot instinct, je vous le concède, mais c'est le sens de la déclaration du témoin. Ou plutôt du témoignage, puisqu'il s'agissait du témoignage. Il dit on y va comme on y va, quoi. Le président, ça c'est une question d'interprétation de votre part, mais je vous demanderai quand même de reformuler la question, parce que le terme d'instinct, enfin là vraiment, on tombe très bas. Alors je vais reformuler la question. Considérez-vous cette méthode que vous venez de nous exposer comme scientifique? this is a Écoutez, c'est une méthodologie de Human Rights Watch qui est bien établie, qui a été conçue et construite au fil des ans. Et cette méthodologie a permis à Human Rights Watch d'être considérée comme l'une des organisations phares dans le monde. Nos rapports ont une certaine autorité et je pense que lors de votre déclaration liminaire, votre co-conseil, Maître Naori, a fait référence à de nombreux rapports de Human Rights Watch. Elle a fait état de nos conclusions au sujet d'un événement précis. Donc je pense que cela détermine qu'il y a une crédibilité imputée à notre méthodologie. Vous dépassez un peu le cadre de ma question. Et si je puis me permettre, il n'y a pas de rapport logique. Ce n'est pas parce qu'on cite quelque chose qu'on admet une méthodologie. Alors, nous allons parler maintenant
Si vous voulez bien, de la mise en forme et de l'édition de vos rapports, des rapports de Human Rights Watch. Vous dites dans votre déclaration, pages 2889 et 2890, paragraphe 97, et je vous cite, « Ce rapport a été rédigé d'une manière quelque peu atypique. Dans une situation où il n'y a pas de crise, nous procédons habituellement à nos recherches et rédigeons un rapport une fois celle-ci achevée. Les délais varient en fonction de la situation particulière qui fait l'objet de l'enquête. Dans le cas de ce rapport, nous avions déjà publié certaines de nos conclusions sous la forme de longs communiqués de presse pendant la crise ivoirienne, au fur et à mesure que les événements se produisaient. Dans la mesure où nous étions dans une situation d'urgence, nous rédigions généralement un long communiqué de presse, également appelé rapport succinct, le dernier jour de notre mission en Côte d'Ivoire, ou immédiatement après notre départ, dans le but de publier nos conclusions aussi vite que possible. Ces conclusions, qui figuraient dans les communiqués de presse, de même que d'autres résultats de recherche et éléments collectés pendant et après la crise, ont ensuite été compilés dans ce rapport plus volumineux. Fin de citation. Ma première question. Pourquoi le rapport dont nous parlons ici a-t-il été, la rédaction du rapport dont nous parlons ici, a-t-elle été atypique? Vous dites ce rapport, pardon, ce rapport a été rédigé d'une manière quelque peu atypique. As I believe I said yes. Comme je pense l'avoir dit hier à Human Rights Watch, il y a deux types de travail, le travail en situation de crise et puis les questions de droits de l'homme à plus longue échéance. Donc, et le travail effectué tient compte de ces deux différentes situations. Lorsque j'ai fait par exemple un rapport sur le conflit dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, il y a eu plusieurs missions successives et à la fin de toutes ces missions, on a commencé à rédiger le rapport. Or, dans une situation de crise telle que la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, qui n'était pas le cas de la première situation, la situation changeait et évoluait rapidement. Donc, il faut pouvoir trouver des conclusions aussi rapidement possible au vu de la gravité des sévices. Donc, Human Rights Watch travaille beaucoup plus rapidement et publie beaucoup plus rapidement au sujet de ces sévices. Donc, c'est atypique en ce sens, par rapport à la façon dont on travaille à Human Rights Watch lorsqu'il n'y a pas de crise. Est-ce que la méthodologie de rédaction d'un communiqué de presse est la même que celle qui est suivie pour la rédaction d'un rapport? Yes. Oui. Alors pour ce qui est de la fiabilité, de corroborer les éléments, là c'est la même chose. Le processus de révision est quasiment le même comme je l'ai dit hier. La différence c'est que lorsqu'il y a un communiqué de presse, le département de communication de Human Rights Watch révise également cela. Mais il faut savoir que le département communication et publication et l'équipe juridique révise les deux types de communiqués. Alors, je vais revenir une seconde sur le point que nous avions abandonné tout à l'heure, si vous voulez bien. Alors, vous avez dit hier, en réponse à une question du procureur, nous prenions généralement des notes manuscrites
Nous consignions par écrit des propos des témoins, nous rédigions des résumés. Bon. Nous prenions généralement des notes manuscrites. Alors, d'où ma question. Ne disposez-vous pas d'ordinateur ou de personnes pour transcrire les entretiens? First, to be clear, Alors, premièrement, pour que tout soit bien clair, au vu de ce que vous venez de dire, nous ne prenons pas de résumé, nous ne faisons pas de résumé de ce qu'a dit, de ce que dit le témoin et la victime. Par rapport à ce que vous venez de dire, nous faisons une transcription de ce qu'ils disent. Donc là, il y a une différence par rapport à ce que j'ai dit hier. Et puis, vous me posez la question au sujet d'un ordinateur à partir des notes manuscrites. En l'espèce, ce que nous faisions, c'est que nous les tapions ensuite dans un ordinateur pour pouvoir avoir tous les entretiens dans des fichiers électroniques, tous les entretiens que nous avions effectués. Pour essayer de comprendre un petit peu, hein, vous me dites si j'ai bien compris. Vous êtes plusieurs à prendre des notes, y compris des notes manuscrites. Et vous allez collecter toutes ces notes et citer ce qui vous paraît utile. C'est ça? Donc du travail qui est y compris le travail de certains de vos collègues, pas seulement le vôtre. we take Alors, nous prenons des notes manuscrites, oui, pour répondre à la première partie de votre question. Et pour ce qui est de savoir ce qui figurera dans le rapport, eh bien, ce sont les témoignages qui, d'après nous, représentent de façon générale les sévices qui ont été subis. Nous ne choisissons pas forcément la pire des situations. Là, dans ce cas, il y a eu plus de 500 entretiens qui ont été faits et nous reprenons ce qui représente le mieux ce qui s'est passé. Alors, je vais vous poser quelques questions, toujours sous l'angle de la méthodologie, sur le rapport. Le rapport étant CIV OTP 0087 1369. Monsieur Wells, vous consacrez les premières pages de votre rapport à ce que vous appelez un aperçu historique de l'histoire de la Côte d'Ivoire, de l'indépendance à l'élection de 2010. Et j'aimerais revenir un instant sur cet aperçu. Tout d'abord, pouvez-vous nous dire quelle a été la méthodologie que vous avez suivie pour écrire cet aperçu? it was based on Alors, nous avons lu un grand nombre de documents qui portaient sur la Côte d'Ivoire, notamment des rapports de Human Rights Watch qui avaient été écrits pendant une décennie sur ce pays. À la lecture et après vérification des notes de bas de page, il apparaît que vous êtes essentiellement fondé sur des articles de la presse internationale, dont les plus cités sont des articles très courts et non étayés qui datent de 2011. Par exemple, dans votre note de bas de page numéro 2, concernant Phil Clark, il s'agit d'un élément provenant de BBC News du 11 avril 2011. Vous citez aussi Marcus Bonitega dans Slate Afrique du 11 avril 2011. Et nous sommes là à CIV OTP 0087 1369
page 1392. Je vous signale en passant que le vrai titre de l'article de Phil Clark n'est pas celui que vous donnez dans votre note de bas de page, mais le vrai titre est From Democrat to Autocrate et non dictateur, contrairement aux mots que vous utilisez dans votre rapport. Autre exemple, la note de bas de page numéro 5, concernant, là encore, un très court élément publié par CBC News le 21 mai 2011, signé de Daniel Schwartz. C'est en quelque sorte le cœur de votre recherche, puisque ces articles sont cités à plusieurs reprises. Ma question: considérez-vous qu'il s'agisse là de sources crédibles et fiables? That's again an opinion. Le président, là, c'est à nouveau une opinion et non un fait. Je pense que nous avons rendu une décision à laquelle vous avez fait référence hier, maître. C'est une décision qui est valable également pour la défense, me semble-t-il. Elle porte sur les faits et la méthodologie. Mais il s'agit véritablement là, à notre sens, de méthodologie. C'est-à-dire, on nous dit qu'il y a eu des recherches particulièrement approfondies, minutieuses, et quand on regarde, on s'aperçoit qu'il y a 3 misérables petits morceaux qui ne peuvent pas être des sources au sens scientifique. Donc je voudrais en savoir plus. C'est de la méthodologie pure, Monsieur le Président. Enfin, c'est évidemment comme vous le souhaitez, mais je crois qu'on est quand même là dans le cœur du problème. Yes, but then you. Oui, mais ensuite, vous lui demandez son point de vue. Est-ce que vous pensez que... Ça, c'est une opinion que vous demandez au témoin. Ce n'est pas un fait que vous lui demandez. Monsieur le Président, la question, c'est la question du choix des sources. C'est purement une question de méthodologie. En fait, on l'interroge sur... Pardon, non, je vous en prie. No, I agree. Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais le problème, c'est que, cela dit, vous ne pouvez pas demander l'opinion du témoin. Que pensez-vous de cela? C'est une façon de poser la question, c'est tout. Parce que là, vous demandez une opinion et certainement pas un fait. Très bien. Alors, on va continuer un petit peu sur cette ligne-là. Est-ce que c'est là le fruit, je parle de cet aperçu historique, d'un véritable travail de recherche? Est-ce que vous considérez avoir fait un véritable travail de recherche? Yes. Oui. Je vais vous citer un extrait du site internet de Human Rights Watch qui décrit la méthodologie de recherche de l'organisation. C'est la pièce, Monsieur le Président, CIV D15 0004 1272, page 1274. Et je cite:
L'objectif des premières étapes de la recherche est de développer une connaissance approfondie et complète de l'incident ou de la violation des droits humains et d'acquérir une compréhension solide du contexte politique, social et culturel local dans lequel cet incident s'est produit. Est-ce que le travail que vous avez effectué ici et les sources que vous avez utilisées permettent, je cite, une compréhension solide du contexte politique ivoirien de l'époque? Human Rights Watch had worked Human Rights Watch avait travaillé en Côte d'Ivoire à ce moment-là depuis plus de 10 ans. Et la personne avec qui je travaillais au cours des 2 premières missions sur Abidjan avait supervisé le travail de Human Rights Watch en Afrique de l'Ouest pendant tout ce temps. Et elle avait été impliquée dans le premier rapport écrit par Human Rights Watch sur la Côte d'Ivoire en 2000. Donc oui, en tant qu'organisation, nous avions 10 ans d'expérience pour comprendre le contexte. Nous avions travaillé dans le contexte de l'élection 2000, aussi de la période 2002-2003, et aussi de la période qui a précédé les élections 2010, ensuite pendant les élections 2010, et on a travaillé ensuite ultérieurement aussi. Vous consacrez une partie de votre rapport à évoquer les différents accords de paix signés entre rebelles et autorités gouvernementales de 2003 à 2007. Et c'est la pièce CIV-OTP 0087 1369, page 1398 et suivante. Je vais vous poser quelques questions sur la méthodologie que vous avez utilisée pour cette partie du rapport. D'accord. Concernant le respect des accords de Ouagadougou de mars 2007, il est indiqué dans votre rapport, et je cite, CIV-OTP 0087 1369, page 1399. Laurent Gbagbo reporte plusieurs fois les élections, prétextant que les conditions prévues par l'accord politique de Ouagadougou ne sont pas remplies. Fin de citation. Ma question: pourquoi avoir utilisé le terme prétextant concernant la raison du report des élections? Nous étions très prudents pour ce qui est de notre façon de dire les choses, pour ne pas prendre position d'un côté ou de l'autre, pour ne pas dire qu'un côté ou l'autre avait violé l'accord de paix. Car ce n'est pas le mandat de Human Rights Watch. On n'est pas là pour savoir si quelqu'un a violé un accord de paix ou non. Notre mandat, c'est de nous concentrer sur les violations des droits de l'homme, les abus des droits de l'homme commis par toutes les parties au conflit. Cela permet juste de donner un peu le contexte de la Côte d'Ivoire. Ça permet de servir de contexte. Donc, selon votre rapport... Donc, d'après votre... Donc, selon votre rapport, c'était un prétexte. What was the pretext?
prétexte? D'avoir reporté, je vous cite, plusieurs fois les élections. Et vous dites, prétextant que les conditions prévues par l'accord politique de Ouagadougou ne sont pas remplies. Prétextant. Ça veut dire en français que ce n'est pas le cas, vous comprenez? Ça veut dire, on dit quelque chose en s'appuyant sur quelque chose qui n'est pas vrai. C'est ça que ça veut dire, prétextant. No, we were not taking a Non, nous ne prenions pas position ni d'un côté ni de l'autre. On disait juste ce qu'il se passait. On n'était pas en train de dire si cette revendication était légitime ou pas. On en prenait note, c'est tout. Madame Pack, pour être équitable, sachez qu'il y a aussi une version anglaise du rapport et je pense qu'elle devrait être aussi disponible et lue. Et je tiens à dire que le libellé est différent. Donc, page 0099 de la version anglaise de ce document, CIV 0004-0072. Et c'est au premier paragraphe sur cette page. Donc, en fait, l'interprétation est un peu différente de la traduction du document. C'est juste pour que cela soit clair que j'ai pris la parole. Et je pense que pour être équitable, le témoin devrait savoir exactement quel était le président. Donc, dans le rapport, il est écrit Gbagbo a à plusieurs reprises retardé les élections sous prétexte que les conditions, ou au motif plutôt, ça reprend l'interprète, que les conditions indiquées dans le plan n'étaient pas satisfaites. La version officielle, la version française officielle de Human Rights Watch, c'est dans leur... Bon, alors ma question est simple. Vous portez un avis là, ça n'a rien à voir avec des précautions. Vous portez un avis, vous dites celui-là, il n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire. C'est ça que vous dites, non? no, the English Pas du tout, l'anglais est très clair, au motif que nous, on ne prend pas position, on n'est pas en train de dire si c'est un bon ou un mauvais motif, on dit juste que c'est le motif, c'est tout. Alors, pourtant, vous précisez dans la note de bas de page que, et je vous cite, l'accord de Ouagadougou et son 4e accord complémentaire signé le 30 décembre 2008 fixe le processus à suivre en vue des élections. Comme condition préalable, ils exigent le désarmement et la démobilisation des milices et des forces nouvelles et le redéploiement complet des autorités de l'État dans le Nord, auparavant sous contrôle des forces nouvelles. Je peux relire si vous voulez. Oui? Je relis tout? Très bien. L'accord de Ouagadougou et son 4e accord complémentaire, signé le 30 décembre 2008, fixe le processus à suivre en vue des élections. Comme condition préalable, ils, c'est-à-dire les accords, ils exigent le désarmement et la démobilisation des milices et des forces nouvelles et le redéploiement complet des autorités de l'État dans le Nord. Et un peu plus loin, il est noté, ces conditions ne sont toujours pas remplies à la mi-2010. Fin de citation. Alors, c'est ça que je ne comprends pas très bien. Vous expliquez là
de manière très claire que l'accord n'a pas été respecté par les rebelles, puisque, et vous le dites, comme condition préalable, c'est-à-dire avant exécution, ils exigent le désarmement et la démobilisation des milices et des forces nouvelles. Forces nouvelles, c'est-à-dire les rebelles. Pourquoi, dans le corps du texte, vous semblez, dans la version française, faire porter le blâme au président Gbagbo, et dans la version anglaise, peut-être être plus équilibré. Mais pourquoi vous mettez sur le même plan alors que, un peu plus loin, vous dites ce qui s'est passé? Ma question, vous êtes juriste, vous voyez bien ce que disent les accords de Ouagadougou, n'est-ce pas? Pourquoi alors la succession de la séquence d'événements qu'ils impliquent? Donc pourquoi ne pas le dire clairement dans le corps du texte? Tout d'abord, je pense que l'anglais, il faudrait que je regarde le français aussi, mais l'anglais est plus nuancé et reflète bien le fait que l'un des partis était responsable pour le fait que les accords de Ouagadougou n'aient pas été satisfaits en entier. Et puis, on a donné les détails, comme vous l'avez vu, dans les notes de bas de page qui font partie intégrale du rapport. Madame Pack, je ne fais pas d'objection, mais peut-être pour que les choses soient plus simples pour le témoin et plus équitables aussi, s'il va y avoir beaucoup de questions sur les notes de bas de page, etc., il serait bon peut-être d'avoir le rapport à l'écran, soit en anglais, soit en français, soit encore mieux en anglais et en français, si c'est possible, bien sûr. Le président, très bien, merci. Poursuivez. If the witness request. Le président, si le témoin l'avait demandé, enfin, puisqu'on pourrait y faire droit. Mais bon, allez-y. Alors, on va passer à un autre point. Les élections de 2010, d'un point de vue méthodologique, j'entends. Vous consacrez une partie de votre rapport à relater comment se seraient déroulées les élections selon vous. C'est à la page 6 VOTP 0087, 1369, page 1399 et suivante. 1399 et suivante. Je vais vous poser quelques questions sur la méthodologie que vous avez utilisée pour cette partie du rapport. Par exemple, il est indiqué dans le rapport, je donne la référence, 6 VOTP 0087, 1369, page 1400. Et peut-être là, serait-il utile en effet, monsieur le greffier, que vous puissiez montrer ce document aux témoins sur écran. S'il vous plaît. Je cite. Monsieur le greffier, est-ce que vous pourriez zoomer sur le premier paragraphe qui commence par le 2 décembre? Donc je cite ce paragraphe. Le 2 décembre, Youssouf Bakayoko, président de la Commission électorale indépendante, CEI,
annonce la victoire d'Alassane Ouattara avec 54,1% des suffrages. Fin de citation. Et vous renvoyez en note de bas de page à une dépêche de Reuters du 3 décembre 2010. Donc voilà votre source, n'est-ce pas? Alors, ma question, est-ce que vous avez fait des recherches personnelles pour comprendre le système électoral ivoirien? As part of Oui, dans le cadre du contexte général. Mais ce n'est pas du tout sur cela que Human Rights Watch se concentre lorsqu'il travaille dans un pays. Nous nous concentrons sur les abus des droits commis contre les droits de l'homme, quels que soient les résultats électoraux. Ne pensez-vous pas qu'il aurait fallu faire de vraies recherches juridiques pour trouver les textes légaux régissant le déroulé des élections, plutôt que de vous fonder sur une dépêche d'une agence de presse? Le président opinion, à nouveau, vous ne pensez pas? Alors, Monsieur le Président, vous avez vu, on réagit, on me somme de vous dire ce qu'il en est, et c'est vrai qu'il y a là une vraie question. Ce n'est pas une opinion qu'on demande ici aux témoins. Je suis un peu entre le marteau et l'enclume, hein, vous l'avez vu. Donc ce n'est pas une opinion. C'est vraiment la question de la méthodologie. Qu'est-ce qui le conduit à choisir un chemin méthodologique plutôt qu'un autre chemin méthodologique? Qu'est-ce qui le conduit à choisir une dépêche de Reuters comme base d'un développement sur le résultat des élections et non pas de n'avoir pas suivi une vraie recherche juridique? Parce que ma question suivante, c'est évidemment, elle porte sur le résultat de ce que nous pensons être une aberration méthodologique, naturellement. Donc, vous voyez, la question, c'est ni celle de l'opinion, ni celle de la crédibilité. On ne parle pas de crédibilité. Le témoin peut rédiger son rapport comme il l'entend. La question pour nous, c'est de comprendre comment il entend le rédiger, ou comment il a entendu le rédiger, sa logique méthodologique, si je puis dire. Enfin, c'est un petit peu... vous comprenez, Monsieur le Président, où nous en sommes. I do understand that. Oui, j'entends, je comprends bien, et j'avais compris d'ailleurs avant. Mais pourquoi est-ce que votre question n'est pas pourquoi est-ce que vous faites référence à Reuters plutôt qu'à une autre source, mais vous demandez d'après vous, alors vous lui demandez toujours son opinion. C'est juste la formulation de la question qui demande une opinion. Monsieur le Président, je vais vraiment là où vous voulez, il n'y a aucun problème. Mais sur ce point précis, par exemple, j'aurais pu dire quelles ont été vos sources. Mais les sources du rapport, enfin les sources mentionnées dans le rapport, c'est uniquement cette petite dépêche de Reuters. On peut tous la voir, le témoin le premier, donc je ne suis pas sûr que ce soit indispensable de procéder de cette manière. La question qui nous intéresse, c'est pourquoi cette source-là et pas d'autres sources. Mais si vous voulez qu'on revienne un petit peu en amont pour poser la question des sources, sachant que de toute manière, il ne peut répondre que sur cette source, puisque c'est la seule qui figure dans le rapport. Sur ce point, naturellement. And you draw the. Et vous tirez la conclusion qui vous sied. Et c'est tout, hein. Enfin, moi, je ne comprends absolument pas. Alors, tout le reste est une conclusion que vous pouvez tirer, que nous pouvons tous tirer. Le fait est qu'il y a une dépêche
qui est en fait reprise dans le rapport et qui est précisée par la note de bas de page qui indique la source. Quelle est la source que vous mentionnez dans votre rapport? For this specific, Pour cette phrase bien précise, ça vient de Reuters. Pourquoi pas d'autres sources mentionnées? this was a C'était une phrase claire et factuelle à propos du pourcentage de voix obtenu par rapport à un certain organisme. Connaissiez-vous les dispositions légales gouvernant les élections, les dispositions légales ivoiriennes gouvernant les élections? this was not Ce n'était pas le centre d'intérêt de Human Rights Focus. Comme je l'ai déjà dit, ce n'était pas du tout sur cela que nous concentrions. Mais je savais certaines choses parce que je lisais. Alors, vous parlez de la commission électorale indépendante. Connaissiez-vous le champ d'intervention de cette commission et ce qu'elle était habilitée à faire et à ne pas faire? again, this is Là encore, je le répète, ce n'est pas sur cela que Human Rights se concentre. Nous sommes une organisation travaillant dans les droits de l'homme, avec un cadre qui existe dans le droit humanitaire, par exemple. Et tout ce que nous faisons se fait dans le cadre de la lutte pour les droits de l'homme. L'article 2 de la loi créant la commission électorale indépendante. Et c'est la pièce CIV OTP 0021 1441. L'article 2 dit la chose suivante. Le président, une minute. Mais en quoi cela est-il pertinent? Le témoin a dit son métier, ce n'est pas la loi électorale, c'est le droit humanitaire. Alors où allez-vous? Où voulez-vous aller? Monsieur le Président, le témoin a dit dans son rapport Monsieur le Président, le témoin dit, dans son rapport, je l'ai lu tout à l'heure, le 2 décembre, Youssouf Bakayoko, président de la Commission électorale indépendante, CEI, annonce la victoire d'Alassane Ouattara avec 54,1% des suffrages. Il est bien clair que le rapport porte sur les incidents, sur la suite de ces élections contestées. Le point d'origine des incidents, du moins pour la plupart des observateurs, ce sont les élections. Il dit, le 2 décembre, Youssouf Bakayoko annonce la victoire d'Alassane Ouattara avec ça. C'est un rapport qui est censé expliquer les choses. Et notamment expliquer les choses, le témoin nous l'a dit hier,
expliquer les choses à tous ceux à qui ce rapport était remis, décideurs, responsables politiques, etc. Il nous l'a dit très clairement hier. Je veux mettre en évidence qu'il y a une faille méthodologique qui a des répercussions politiques. Si l'on ne dit pas que la commission électorale indépendante n'était pas habilitée à annoncer la victoire de qui que ce soit, n'était pas habilitée. Je veux simplement demander aux témoins, qui nous entendent d'ailleurs, mais c'est pas plus mal, je veux simplement demander aux témoins s'ils connaissaient la loi qui délimitait le champ d'intervention de la commission électorale. Monsieur le Président, parce que de deux choses l'une, soit il la connaît, et alors il doit dire que il ne doit pas mettre ce petit point à annoncer, il doit dire à annoncer malgré les dispositions légales, parce que là, ça veut dire qu'il prend une position. Soit il ne la connaît pas, et alors comment peut-on vouloir désigner des responsabilités dans un conflit aussi important sans connaître la raison d'être de ce conflit, sans connaître la structure, le cadre juridique qui détermine qui a tort ou qui a raison. C'est pourquoi, Monsieur le Président, il me semblait intéressant, et me semble d'ailleurs toujours intéressant, de lire cet élément simple, 3 lignes, enfin un peu plus, pour vérifier l'approche méthodologique, puisque cette approche ou ce manque d'approche de notre point de vue a des conséquences graves sur le contenu même du rapport. Pardon, peut-être un mot. Je peux le dire autrement. La question, c'est celle des recherches. On peut le poser plus simplement encore comme ça. Est-ce que les recherches de base, qu'ici nous pensons tous avoir été faites pour rédiger ce rapport, est-ce que ces recherches de base ont été faites? Et là, nous nous apercevons que probablement pas. For sure, and you have 35 seconds to... Eh bien, vous avez 35 secondes pour lire ces 3 lignes. Et ensuite, on passera et on ira déjeuner. Dans l'intérêt de tous. Après la pause? Parce que ça sera suivi de quelques questions, bien entendu. We have the break now and... Bien, faisons la pause. Et nous reprendrons à 14h30. All rise, we will obey.